Salut. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite de la littérature africaine. Après le conflit de culture, généralement on dit que quand il y a conflit, la conséquence c'est qu'il faut s'affirmer. Donc nous allons aborder l'affirmation de l'identité culturelle négro-africaine, la négritude. Généralement quand on parle de négritude, on fait en même temps allusion aux Noirs d'Afrique et d'ailleurs. Donc en réalité c'est affirmation de l'identité culturelle des négro-africains. Et en réalité l'objectif de ce cours, c'est de permettre à l'apprenant de connaître la définition de la négritude et surtout son impact sur la vie sociale du négro-africain. Alors introduire. En réalité, la négritude c'est un mouvement qui est le fait d'une poignée d'étudiants intellectuels repliés à Paris dans les années 20, 30, 40 et nourri des œuvres des écrivains négro-américains. Donc nous verrons après que la littérature négro-africaine est réellement née aux États-Unis d'Amérique. La négritude a ainsi rythmé la vie de la société africaine de par son émergence et ses écrits. Alors, abordons alors l'histoire du mouvement. De Harlem au quartier latin, ça veut dire de Harlem aux États-Unis au quartier latin en France. Cette littérature est née d'une révolte. La révolte du peuple noir américain. On n'est pas sans savoir que quand nous prenons le cycle de l'histoire des peuples noirs, il y a eu d'abord l'esclavage qui a envoyé beaucoup de nos frères, de nos ancêtres hors d'Afrique. Ensuite, il y a eu la colonisation et après la colonisation, alors les indépendances. Mais seulement aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, on a constaté que les réalités n'étaient pas en fait ce qui se disait. Donc les paroles étaient différentes de la pratique. Le noir était toujours considéré comme inférieur au blanc. Et eux-mêmes, ils se plaisent à dire que le QI, le quotient intellectuel du noir, est le 10e du quotient intellectuel du blanc. Et il y a une anecdote qui dit que dans les annuaires téléphoniques, à l'époque, les noms des noirs étaient précédés d'un astérisque pour les identifier par rapport aux autres. Donc tout ceci a amené de jeunes noirs à se révolter, à se dire qu'il faut redonner aux nègres, comme eux-mêmes ils le disent, ses valeurs. Puisque en réalité, le nègre, c'est un terme péjoratif. Quand on te traite de nègre, ça veut dire que tu es au service de quelqu'un d'autre. Et ainsi, l'Afrique était considérée comme un territoire inconnu, une terre d'obscurité. Je disais tantôt que ce mouvement est aux États-Unis, à Harlem. Et le premier à avoir réellement matérialisé ce mouvement, c'est William Du Bois, qui, dans son ouvrage Âme noire, voulait effacer de l'esprit du blanc l'image du nègre, sous-homme, inconscient et taré. Donc pour le blanc, le nègre était un inconscient et un taré. Et ainsi, il a drainé autour de lui certains jeunes, à l'instar de Claude Maquet, Monticulen, Jean Toumer, qui se sont constitués dans un mouvement qu'ils ont dénommé le New Negro, à savoir la renaissance nègre. C'est-à-dire qu'ils veulent redonner aux Noirs ses valeurs perdues. Puisqu'ils se considéraient comme des mendiants, on les considérait comme des mendiants culturels. Ils étaient dominés par la culture occidentale, c'est-à-dire la culture américaine. Ça veut dire qu'en réalité, leur culture, leur civilisation étaient niées et on leur demandait de plutôt embrasser la culture européenne, la culture américaine, qui devait les définir par où ils étaient. Ça veut dire quelque part qu'on se dit que le noir n'existait pas. Et au fait, pour le blanc, le noir est inutile. C'est même un boulet à ses pieds. Donc c'est tout ceci, grosso modo, qui a amené ces jeunes noirs-là à se révolter et à constituer le mouvement de renaissance nègre. Mais seulement, il faut reconnaître que
ce mouvement était le fait de jeunes, noirs de surcroît, qui n'avaient pas de poids économique ou politique. Donc à un moment donné, le mouvement s'est émoussé et a fini par s'effriter. Mais seulement, ces jeunes-là, ils ont décidé de s'exiler en Europe. Ils sont retrouvés dans certains pays, surtout en France. Et les gens le plus parlants, c'est celui de Claude Maquet, qui a écrit Banjo, un ouvrage dans lequel il exhorte l'élite noire à assimiler les jeunes intellectuels africains à retourner et à retrouver leurs valeurs. Et puisqu'il le dit en substance, que le destin du nègre instruit n'est en rien différent de celui de ses frères analphabètes. Donc ça veut dire quelque part que pour le blanc, un nègre qui a été à l'école ou qui n'a pas été à l'école, c'est la même chose. C'est la même image. On se souvient encore des villes bananières où on regarde toujours le noir comme quelqu'un de dilat, de bête, ainsi de suite. Il disait donc ce mouvement a échoué et ils se sont exilés en France. Et c'est eux qui ont quelque part réveillé les esprits de nos jeunes intellectuels de l'époque, à savoir Aimé Césaire, Senghor, Bernard Serville, Dr Sajous, les sœurs Nardal et Birago Diop, ainsi de suite. Ils les ont amenés à réfléchir sur la thématique même de la valeur du nègre, de la valeur de la civilisation nègre, la valeur de la culture et de l'identité noire. Ainsi, nous verrons tout à l'heure comment ce mouvement a réellement émergé et qu'est-ce que c'est en réalité ce mouvement dont on parle, la négritude. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la deuxième partie, définition. Pour définir la négritude, généralement on se réfère à ces tenants. Il y a la définition de Castello, de Sartre, de Frantz Fanon. Mais nous allons plus attarder ici à ces promoteurs, à savoir les plus méritants, Senghor et Césaire. Avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Senghor, il a vécu en Afrique. Et lui, il a touché du doigt les réalités de la culture africaine avant d'aller en Europe. Césaire n'a jamais connu l'Afrique parce que lui, il est issu de la diaspora. Il est issu de la communauté esclave qui a été exilée. Donc, quelque part, leurs conceptions parfois divergent sur certains points, puisque en réalité, la négritude de Césaire est plus virulente et plus violente que celle de Senghor. Puisque en réalité, Césaire lui prône le fait de retourner carrément aux sources, de retourner à la culture africaine originelle, alors que Senghor met un peu de dans son vin, il dit qu'il faut recourir aux sources, ça veut dire qu'il faut revoir ce qui est de la culture africaine et l'allier avec ce qui est bon de la culture européenne pour faire une culture universelle. Donc nous verrons tout à l'heure la définition. En réalité, la première définition de la négritude, c'est l'expression d'une race opprimée. J'ai dit tantôt que la littérature négro-africaine est née de la révolte. C'est parce que le noir se sentait humilié, asservi. Il se sentait vilipendé, il se sentait presque avili, qui se dit qu'il faut faire quelque chose. Parce que quand vous avez comme l'impression que vous ne servez à rien, quand vous avez comme l'expression que vous n'êtes rien, mais en même temps, ces intellectuels africains suivent les mêmes cours que les intellectuels européens et parfois même ils sont les meilleurs. Et ça les a amenés à se dire, mais nous ne sommes pas rien, nous sommes quelque chose. Et qu'il faut alors nous-mêmes d'abord prendre conscience du fait que nous avons des valeurs et exprimer cela et l'inculquer à nos frères qui sont en Afrique, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, quelque part, c'est l'expression d'une race opprimée. Et Césaire parle toujours de la négritude mesurée au compas de la souffrance. Pour Césaire, la négritude, c'est la souffrance. La négritude est née de la souffrance. Et quand on lit ces ouvrages, on sent cette révolte-là, ce déracinement
qui est très acerbé chez lui parce qu'il se dit qu'il ne connaît pas ses racines. En deux, on verra, la négritude est la manifestation d'une manière d'ordre originale. Après la révolte, il faudrait maintenant dire ce que nous sommes. Donc, ces tenants de la négritude se sont dit qu'il faut montrer les valeurs africaines. Et comme l'a si bien dit Senghor, dit, pour asseoir une révolution efficace, une révolution, il nous faut nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Ça veut dire que le noir doit exprimer ses valeurs. Il doit pouvoir se débarrasser de ce que le blanc lui a mis, les vêtements de blanc, le parler du blanc. Aujourd'hui, nous voyons encore de nos frères qui veulent s'exprimer comme le blanc, alors que ce n'est pas notre culture. L'Africain, en réalité, quand il parle une langue étrangère, on doit pouvoir sentir, comme l'a si bien dit Senghor, qu'il parle français avec la culture qui lui vient de Joal. Il faudrait qu'on sente que nous avons notre identité, et ça doit se traduire dans nos faits et nos comportements. Pourquoi? La négritude est un instrument de lutte. Voilà le phénomène de la négritude. C'est que pour eux, la négritude doit servir de flambeau, de paravent. La négritude doit servir quelque part de porte-voix pour la race opprimée. Comme l'a si bien dit Césaire, que sa bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Sa voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Ça veut dire quelque part que la négritude doit être l'expression même de la révolte africaine, l'expression de la révolte du noir. Elle doit être l'expression de la vie, de l'énergie noire. En 4, c'est un outil esthétique. Comme le dit bien Senghor, la négritude est le patrimoine culturel, les valeurs et surtout l'esprit de la civilisation négro-africaine. Nos religions, nos pratiques, nos us et coutumes, tout cela doit se refléter de manière harmonieuse dans la négritude. Donc, quelque part, grosso modo, pour des résumés, je dis, la négritude, c'est l'expression des valeurs africaines qui doivent impacter sur la vie sociale, communautaire et individuelle du nègre. Ce qui nous amène à aborder alors le rôle de la négritude. Qu'est-ce que la négritude a apporté? Qu'est-ce que la négritude, quel rôle a-t-elle joué dans nos vies? Quel est son impact sur la société africaine, négro-africaine, comme je le dis toujours? Le but essentiel de la négritude est la revalorisation de la culture nègre sur toutes ses formes. Il était alors question de lutter contre l'assimilation politique, culturelle et affirmer l'identité noire. C'était ça. Et Dubois, à son temps, disait: je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. On se rappelle encore de leur slogan Black and Proud. Je suis noir, je suis fier. Ça me rappelle encore Joël Dubois qui se disait dans une chanson qu'elle est black, mais elle est fière du sang noir qui coule dans ses veines. Elle est fière de la couleur de sa peau. Donc, un peu partout, les gens se battent. Les gens se disent qu'il faut redonner aux Noirs ses valeurs. Et les Antillais sont les champions. Pour tout dire, c'est une littérature de combat. Vous l'avez dit tantôt que c'est... Alors, elle vient de la révolte. Donc, c'est une littérature, comme je pourrais la définir, une littérature militante, une littérature de militants, et une littérature combattante qui permet d'expliquer et en même temps d'amener les gens à se révolter, d'amener les gens à prendre conscience de leur situation. Son objectif est en réalité la libération de l'homme noir de l'impérialisme culturel. Je l'avais dit que quand on pense encore aux États-Unis, on se dit que ces jeunes voulaient
s'affranchir de la culture dominante. Donc c'est un peu ça. Et le mouvement va se fonder en tant que système de valeurs culturelles et va même s'imposer en politique sous le vocable de panafricanisme. Aujourd'hui, quand nous nous référons un peu aux indépendances, les pères indépendants en Afrique étaient de grands combattants. Je peux citer les Julius Nyerere en Tanzanie, Kenneth Kaunda en Zambie, Jomo Kenyatta au Kenya, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. C'est des gens, des intellectuels qui ont réussi à donner aux Noirs ses valeurs, qui ont réussi à impacter, à réveiller la conscience du Noir pour lui permettre de réagir et de s'insérer dans la vie sociale de l'humanité. Jean-Paul disait, insulter et asservir, le Noir se redresse. Il ramasse le mot de nègre qu'on lui a jeté comme une pierre. Voilà. On nous disait que nous sommes des nègres, des individus inférieurs. À un moment donné, on se dit, on s'approprie ce mot de nègre. On est fiers d'être nègre. Et ça va nous permettre d'affirmer, d'afficher nos valeurs. Il faut reconnaître qu'au-delà de tout, l'agriculture est aussi parfois contestée, surtout les anglophones. Ils disent que bon, ça dépend aussi de la colonisation. La colonisation anglaise n'est pas tellement conforme, un peu différente de la colonisation française. Les anglophones ont laissé un peu plus, les Anglais ont laissé un peu plus de liberté à leurs indigènes que les Français. Donc ça fait que, mais ils étaient plus révoltés parce que les colonies françaises étaient enfermées dans une sorte de communauté qui ne leur permettait pas de trop s'épanouir. Et Aulé Soyinka a bien fait de dire que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. D'autres encore ont dénoncé la vérité en se disant, se demandant si réellement la vérité c'est un mythe ou une réalité. Et si elle a réellement impacté, pour certains la réalité, la vérité n'a pas vraiment joué son rôle de prise de conscience, n'a pas joué son rôle de révolte, n'a pas réellement permis aux Noirs de s'affirmer et n'a pas eu des applications pratiques dans la vie du Noir. Mais seulement il faut reconnaître avec les conséquences que l'agriculture n'a pas seulement, comme le disent d'autres, été mauvaise sur le plan politique par exemple. Presque tous les intellectuels africains sont partis du mouvement de l'agriculture. C'est ce mouvement qui leur a permis de s'afficher, de s'affirmer. Senghor est devenu président de la République au Sénégal. Césaire a été, avec le parti progressiste martiniquais, pendant plus de 40 ans maire en Martinique, maire du Fort-de-France. Donc ça veut dire quelque part que l'agriculture a joué son rôle. Même aujourd'hui, le Noir, s'il n'est pas aussi assimilé que ça, s'il arrive à s'affirmer, s'il arrive à essayer de retrouver ses valeurs, si dans certains milieux, les gens se permettent d'afficher ouvertement leur réalité culturelle, c'est parce que l'agriculture a joué un rôle. L'agriculture a réellement impacté sur la mentalité du négro africain. C'est qu'aucune humaine n'est parfaite, mais l'agriculture a réellement joué son rôle, moteur son rôle de catalyseur dans les mentalités de la société négro-africaine. Même si aujourd'hui encore, le phénomène, ce qui se passe aux États-Unis, nous interpelle. Parce que George Floyd qui a été assassiné par un policier blanc, le mal ne finira jamais. Ça ne veut pas dire que nous avons échoué. Ça veut dire plutôt qu'il faudra encore se battre, que nous devons encore retrouver d'efforts et de vigilance, et que c'est un combat quotidien, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat incessant pour nous permettre d'émerger et de nous affirmer tant sur le plan économique, social que politique. Nous allons conclure ceci en disant, même si elle n'a pas tellement impacté sur nos réalités,
en raison de sa conception un peu élitaire et pas trop pratique, il faut reconnaître que la négritude a opéré une vraie révolution dans les sociétés noires. Cheikh Anta Diop, l'un des défenseurs de ce mouvement, n'a pas hésité à dire que la négritude est un triomphe pour l'Afrique, pour le nègre. Et il dit, prétend même que les nègres ont inventé les maths, l'astronomie, le calendrier, l'agriculture, les sciences, les arts, la religion et tant d'autres choses encore. Donc, la négritude, en réalité, est une œuvre non parfaite, mais elle a permis aux Noirs d'être considérés, d'être respectés et de s'insérer dans le cercle des humains. Je vous remercie.